Ouais, bonjour à tous. Donc, au nom de la Team France Export Occitanie, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session des rendez-vous Viti Export, vins et spiritueux, que nous organisons en partenariat avec vos interprofessions viticoles. Je suis donc Catherine Machabert, responsable des marchés agroalimentaires et viticoles au sein de la direction opérationnelle internationale d'ADOC, l'Agence de développement économique de la région. Petite consigne, même si c'est écrit sur cette première slide. Donc, nous enregistrons la séquence. Un replay et la présentation vous sera adressée à l'issue de ce webinaire ou dans 2 jours à peu près. Les consignes habituelles pour le bon déroulé du webinaire. Donc, coupez vos micros, vos caméras. Vous pouvez bien entendu poser vos questions dans le chat et elles seront relayées aux intervenants, soit en fin de session. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, de toute façon, on vous apportera une réponse individuellement et ultérieurement. Donc, c'est le dernier rendez-vous de l'année. Après la session d'avril et de juin de ces rendez-vous Viti Export, et après l'Occitanie Export Tour qui a eu lieu en novembre. Donc, les rendez-vous Viti Export, ce sont des rendez-vous en 2 phases avec un webinaire sur une thématique précise liée à l'international, bien entendu, et puis des rendez-vous individuels avec les développeurs export de la Team France Export Occitanie, des rendez-vous que vous avez pu demander en amont, en précisant les sujets internationaux que vous voulez aborder, marché, réglementation, aide, différents points, différents sujets. Alors aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est un zoom sur le marché du vin en Corée du Sud. Donc, on va essayer de décrypter effectivement ce marché particulier. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous Hervé Gévarda, qui est donc chef de projet études et veille sur l'aide au développement, rattaché au service études sur mesure au département Info Conseil de Business France à Paris. Il a donc mené une étude en étant sur place aussi sur ce pays, la Corée du Sud. Guillaume Roy de l'équipe d'ADOC complétera en cours de présentation les informations données par une analyse chiffrée relative spécifiquement aux exportations de la région Occitanie. Et nous avons aussi la chance, après la présentation de l'étude, d'avoir Damien Bazin avec nous, qui est responsable export Asie chez les vignobles Vélas, donc une entreprise régionale, et qui fera part d'un retour d'expérience sur le marché coréen. Je laisse donc la parole à Monsieur Hervé Gévarda. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, alors je pense que c'est moi qui passe comment dire, Ah, qui partage mon écran. Alors, j'ai normalement partagé la présentation, Hervé. Ah, Tu d'accord. me dis que je fais défiler pour toi. Ah bon, d'accord. Voilà, Donc, oui, oui, je veux bien qu'on passe sur la première page. parfait. Donc, voilà. Donc, effectivement. Bon, comme vous l'avez vu rapidement, alors attendez, moi je vais me mettre en plein écran, voilà, ce soit mieux pour moi. Comme vous l'avez vu rapidement sur la slide d'avant, c'est une étude qui a été réalisée donc à la demande du ministère de l'Agriculture et qui a été présentée, oui, aux Journées Export Agro d'avril, enfin fin mars 2024. Et donc c'est une extraction. Alors l'étude était beaucoup plus vaste que seulement les vins, hein. Il y avait toutes les filières agroalimentaires en fait, enfin tous les produits alimentaires en fait, sauf les fruits et légumes, qui sont presque une denrée de luxe en Corée du Sud comme au Japon. Et donc aujourd'hui, je vous fais une extraction de cette étude, un focus sur les vins. Bon, je vous ai mis en annexe ce que j'ai mis dans l'étude sur les spiritueux et sur la bière, parce que la bière, à mon avis, c'est un marché d'opportunité fort pour les bières françaises en Corée du Sud, mais je sais que ce n'était pas le but de de la journée aujourd'hui, de notre intervention aujourd'hui, ni de la région. Je vous ai mis aussi les spiritueux qui pourraient intéresser certains d'entre vous. Alors, sauf mention spécifique, ce sont des chiffres qui portent sur 2022. Bon, on a actualisé l'étude avec ma collègue Céline Ray, que vous connaissez peut-être aussi. Pour la partie sur les vins, on a mis le plus de chiffres possible 2023, mais par exemple dans les spiritueux et la bière, on reste sur les chiffres 2022. Je veux bien qu'on passe à l'étape d'après.
à la slide d'après, pardon. Oui, allez-y. Je veux bien que vous cliquiez encore. Alors, je commence par une partie assez longue de présentation du marché parce qu'en fait, ça va vous aider à bien comprendre après son impact pour vous, producteurs, exportateurs de vin. Bon, alors déjà, à titre complètement macroéconomique, alors selon les études, selon les organismes, les instituts, c'est la 10e ou 12e pardon, économie mondiale, avec un pays qui se caractérise par un haut niveau de vie. Hein, le niveau de vie des Coréens est très élevé. Mais actuellement, comme au Japon, et d'ailleurs je vais souvent faire des parallèles, même si sur place il ne faut pas trop les faire parce que il y a des passifs historiques très lourds avec le Japon, mais les deux économies se ressemblent beaucoup actuellement. La monnaie, le won, comme le yen en Corée, comme le yen au Japon, pardon, est très bas actuellement. Donc ça renchérit tous les produits étrangers importés, dont le vin par exemple, puisque la Corée ne produit pas de vin. Hein. Et surtout, j'y reviendrai, les ménages sont très fortement endettés pendant la crise du Covid et donc restreignent leurs achats et notamment les achats de vin, enfin de produits étrangers. Alors, le pays se caractérise aussi par des procédures douanières très très strictes qui vont certainement vous impacter à un moment ou à un autre dans l'étiquetage, dans l'expédition, dans le dédouanement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Autre grande tendance, et là qui sert beaucoup sur le vin, depuis quelques années, la consommation en Corée du Sud s'est très fortement occidentalisée. La Corée du Sud est un pays asiatique, mais c'est un pays buveur de café. Et avec le café, les Coréens vont consommer de la viennoiserie, de la pâtisserie, de la boulangerie, et ça sert très fortement les produits, le beurre français, la farine, les gâteaux, les recettes, etc. Bon. Aussi, les Coréens, comme tous les pays asiatiques, ne consommaient pas de fromage. Depuis quelque temps, ils consomment beaucoup de fromage, mais ce sont des fromages à gratiner. Hein. C'est pas comme nous, un morceau de fromage à la fin du repas, pas du tout. Ce sont des fromages à gratiner ou des fromages, et là, c'est là où c'est un impact pour vous, que l'on consomme dans des moments festifs, c'est-à-dire que une femme coréenne qui reçoit ses copines l'après-midi, c'est pas comme chez nous autour d'un café ou autour d'un thé, ça va être autour d'une bouteille de vin et d'un plateau de fromage en dégustation. Le vin est très associé à la dégustation de fromage et le consommateur coréen de vin à la maison est en fait une consommatrice. Hein. C'est la femme au foyer coréenne. Bon, augmentation de la consommation de viande, ça vous concerne pas trop. Là où ça vous concerne un petit peu, les tendances santé actuellement en Corée, c'est tous les moins de sel, moins de gluten, moins de sucre, moins de gras et aussi moins d'alcool fort. Alors, un point très important, c'est un pays qui fonctionne beaucoup par mode, avec des influenceurs, avec des vedettes qui s'affichent avec un verre de vin blanc ou de vin rouge à la main. Mais il faut bien comprendre qu'une mode chasse l'autre, et c'est un peu ça qui vous arrive à ce moment, vous, producteurs, exportateurs de vin, après le boom qu'ont enregistré les exportations françaises de vin en Corée du Sud. Et il faut bien garder en tête que c'est seulement le 23e client de la France. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Alors, très rapidement, bon, vous aurez accès à ma présentation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Corée, en fait, c'est une île, puisque la frontière avec le voisin de Corée du Nord est complètement hermétique. C'est une île et le pays le plus proche, enfin, de ces deux pays voisins avec lesquels elle a des échanges ou des rivalités, c'est pas la Corée du Nord, mais c'est la Chine ou le Japon. Donc, ils sont toujours tendance à suivre les mêmes tendances de consommation ou autres. Ce qu'il faut voir aussi beaucoup, c'est que plus de 50% de la population en Corée du Sud est concentrée sur l'agglomération de Séoul. Et comme dans beaucoup de pays, ils ont voulu faire une capitale administrative à Seongju, si je me souviens bien, mais ça n'a pas marché, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs, parce que les principaux ministères n'ont pas accepté de se délocaliser, de quitter Séoul, mais il y a quand même, par exemple, l'administration des douanes est partie dans cette province limitrophe, hein, bien sûr, de Séoul, mais donc 50% de la population et 75% de la consommation se passe ici, hein, dans l'agglomération de Séoul, avec l'aéroport international d'Incheon et avec la nouvelle province ici. Donc, pour développer vos produits, il faut viser, enfin, je veux dire, c'est cette agglomération-là qui compte et le reste pas du tout. La deuxième point de consommation, c'est le port de Busan, hein, candidat malheureux à l'exposition universelle, hein, la prochaine exposition universelle qui aura lieu finalement à Riyad. Et c'est là où tous vos exportations vont arriver par bateau. Mais c'est le deuxième point de consommation, mais beaucoup plus petit. Je veux bien qu'on passe sur la slide d'après.
Alors, encore une fois, en parallèle et toujours en introduction par rapport aux deux économies les plus proches, donc en termes de population, de mode de vie, hein, le Japon et Taïwan, vous voyez là la différence. La population, la Corée du Sud a bien sûr une population beaucoup plus importante que Taïwan et surtout un PIB par habitant très fort, plus fort que celui du Japon qui est un pays très peuplé, mais moins fort que celui de Taïwan. Et vous voyez que, alors ça, beaucoup de photos, quand elles sont pas, il n'y a pas de légende, c'est moi qui les ai prises lors de ma mission sur place en 3 semaines en mai 2023. Vous voyez que même dans un petit, alors ça c'est une photo d'un petit restaurant de Séoul, où sur une étagère, il y a des vins. Bah, comment dire, la propriétaire du restaurant, qui est une réfugiée de Corée du Nord, enfin réfugiée depuis longtemps, mais qui a ouvert un restaurant de spécialité de Corée du Nord, était toute fière de montrer une bouteille, si je me souviens bien, donc de Merlot et si je me souviens bien de Bordeaux, mais il y a du vin bien en évidence dans les restaurants. Et aussi, bien sûr, la bière, vous voyez, 1664, non, ça c'est une rue de Séoul. Je veux bien qu'on passe à la slide d'après. Alors, présentation du marché aussi. Alors, au point de vue tout produit alimentaire, hein, vin et produits alimentaires confondus, le premier partenaire de la Corée du Sud, historiquement, hein, suite à la guerre de Corée, bien sûr, et à la proximité aussi géographique, ce sont les États-Unis. Deuxième partenaire, la Chine. La France n'est que l'un des 15 premiers pays fournisseurs. Vous voyez, là, les principaux pays fournisseurs, c'est des pays donc États-Unis, Chine, Australie, et après, bien sûr, le Brésil, l'Argentine, c'est pour la viande. Quand j'ai fait mon étude, la viande de bœuf français n'était pas autorisée encore en Corée du Sud, n'est pas réautorisée plutôt. Donc c'est pour ça que l'Argentine et le Brésil arrivaient là. Bon, ça va peut-être changer avec la réautorisation du bœuf français, mais c'est quand même le 12e importateur mondial de produits alimentaires. Slide d'après. Alors, ce qui est important pour vous, c'est que si on centre sur les importations françaises, vous voyez que un produit français importé sur 3, c'est une bouteille de vin. Un produit français importé sur 2, donc si on rajoute les produits laitiers, c'est soit une bouteille de vin, soit un produit laitier. Voilà, ça c'est très important pour vous. Ça veut dire qu'effectivement le vin, c'est le premier produit français que les Coréens connaissent, à part aussi les produits laitiers, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'en reprendrai pas, pour la viennoiserie, la pâtisserie, la boulangerie. Alors, sur la slide d'après, allez-y. Alors, un point sur la distribution qui est très important de mémoriser avant qu'on rentre vraiment sur le vin. Et c'est très différent de chez nous, c'est pour ça que je passe un peu de temps là-dessus. Vous voyez que 28%, hein, près de 30% de la consommation se fait dans ce qu'on appelle, en mauvais français, les convenience stores, que nous, on appelle les du coin. C'est-à-dire c'est omniprésent dans les rues des grandes villes. C'est le magasin, l'épicerie de quartier ouverte. Alors, hein, au Corée du Sud, elles sont ouvertes 24 heures sur 24, hein, même en pleine nuit, et 7 jours sur 7, c'est pas comme chez nous. Et surtout, on y trouve de tout. C'est-à-dire que on trouve aussi bien dans l'épicerie du coin, on va trouver des bonbons Haribo à côté de bouteilles de champagne ou de biscuits La Mère Poulard ou de bouteilles de vin. Les Coréens font leurs courses et là, aux épiceries de quartier, il faut rajouter les supermarchés, les hypermarchés. Vous voyez que si on rajoute les épiceries aux supermarchés, aux hypermarchés, plus de 75% des achats se font dans des endroits où le consommateur coréen, l'acheteur coréen va pouvoir tout trouver d'un coup, hein. Aussi bien, comme je l'ai dit, une bouteille de vin que de la viande surgelée, que des fruits, que des biscuits, que des sandwichs pour la pause de midi. Parce qu'en Corée du Sud, il n'y a pas ou très peu de magasins de spécialité. Il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas de boucherie comme on les connaît, il n'y a pas de petite épicerie monoproduit, ça n'existe pas. Les Coréens font leurs courses dans des magasins où ils peuvent tout trouver d'un coup. Alors, il y a effectivement une exception qui vous intéresse, les cavistes. Il y a quelques cavistes indépendants, alors principalement, enfin même presque uniquement à Séoul.
Et aussi les poissonneries, puisque la Corée du Sud consomme, enfin les Coréens consomment beaucoup plus de poissons et fruits de mer que de viande. Donc ça, c'est un peu l'exception, avec notamment, comme au Japon, les grands marchés aux poissons de Séoul ou de Busan. Mais c'est vraiment l'exception, et vous le verrez après dans la slide d'après, ce qu'il faut viser, c'est plutôt les grandes chaînes de distribution. Et pourquoi il n'y a pas aussi de produits, de magasins, pardon, monoproduits? Parce qu'en fait, la vente à la coupe est interdite en Corée du Sud. Vous ne pouvez pas rentrer, il n'y a pas de fromagerie, vous pouvez acheter un morceau de comté ou un morceau de Saint-Nectaire. Ça n'existe pas, c'est interdit pour des raisons d'hygiène. Pas de vente à la coupe de fromage, pas de vente à la coupe de charcuterie. Mais bon, petite exception pour vous, les cavistes. Voyez aussi que, et ça peut être un point, et à mon avis, c'est là où, je crois que ça revient après dans ma présentation, c'est là où les vins de France et les VSIG sont vendus. Il y a une forte part des achats, quand même 10% des achats, qui se fait dans des clubs entrepôts. Alors, club entrepôt, ça existe pas encore beaucoup en France. Vous avez une carte de club qui vous donne accès à un entrepôt où vous pouvez acheter par 6 ou par 12 des bouteilles de vin ou des paquets de pâtes ou des paquets de céréales. Je veux bien qu'on passe sur un slide après. Ce qui est important, et je veux bien que vous cliquiez encore une fois, ce qui est important, c'est que la Corée, c'est un pays de distributeurs, c'est-à-dire que la distribution des produits alimentaires est verticale. Qu'est-ce que je veux dire par là? La Corée, au point de vue industriel aussi, c'est un pays de grands groupes qu'on appelle en Corée du Sud les chaebols, qui sont nés dans les années 50 après la guerre de Corée, qui ont favorisé l'essor économique de la Corée du Sud. C'est-à-dire que vous retrouvez 4-5 groupes de distribution dans tous les segments de distribution. Alors, vous voyez par exemple le groupe Lotte, vous le voyez aussi bien dans les hyper supermarchés que vous allez le voir dans les grands magasins de luxe, l'équivalent des Galeries Lafayette ou du Bon Marché à Paris, que vous allez le retrouver aussi dans le e-commerce ici, et que vous allez le retrouver aussi dans les sites de téléachat. Et c'est la même chose pour les autres. Alors, Home Plus, aussi bien dans les hyper supermarchés alors, ils ont tous aussi, alors, ils ont des noms là dans les convenience stores. Alors, Lotte, je me souviens plus, je crois que c'est GS25 ou CU, un de ces groupes. Vous allez les retrouver donc Home Plus, vous allez le retrouver aussi là dans le e-commerce, vous allez le retrouver aussi dans le téléachat. Vous retrouvez ces 4-5 grands groupes de distributeurs dans toutes les étapes. Dans tous les segments de la distribution. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pour vous, il faut viser les importateurs de ces groupes, ou importateurs directs au sein de ces groupes, ou importateurs qui ont pour clients ces groupes, parce qu'effectivement, à ce moment-là, le distributeur, par exemple le groupe Lotte ou le groupe Shinsegae, décidera de distribuer votre vin soit en e-commerce, soit en téléachat, soit dans les enseignes premium. Votre distribution est aux mains de ces groupes de ces grands groupes de distribution. Donc là, je pense qu'après, on rentre, voilà. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Je veux bien la slide avant. Une première slide que je vous laisserai regarder, lire tranquillement. La Corée du Sud, alors, c'est le pays avec la plus forte consommation au monde par habitant d'alcool fort, parce que les Coréens, comme les Japonais avec le saké, boivent un alcool fort qui s'appelle le soju, que vous retrouverez dans ma partie sur les spiritueux. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la boisson alcoolisée la plus consommée et de très loin en Corée du Sud, c'est la bière. La Corée du Sud, alors je l'ai mis dans la partie sur la bière, je crois que c'est le 3e ou 4e producteur de bière asiatique. Et vous voyez que après la bière, après les alcools forts, le soju qui titre quand même entre 35 et 45 degrés, si je me souviens bien, ils ont toute une gamme de variétés de vins qui ne sont pas forcément des vins de raisin, mais des vins de fruits, qui sont des boissons fermentées, qui sont effervescentes. Et vous voyez que le vin de raisin, enfin au sens français du vin, ce n'est que 2% de la consommation des alcools. Mais sur ces 2%, on verrait que la France est très bien placée. Vous voyez aussi qu'il y a une tendance de baisse à la consommation d'alcool en Corée du Sud. Je veux bien la slide d'après. Alors, aussi, encore une fois, en introduction, bon, quelques généralités sur le marché coréen. Vous voyez que le marché coréen, c'est un marché de vins rouges. Les vins blancs, on progresse continuellement, mais en volume, c'est à peine un quart de la consommation de vin. Et ce qui est complètement inconnu, enfin qui n'a pas encore
trouver son créneau, trouver sa place, c'est les vins rosés. Pourquoi ils n'ont pas trouvé leur place? Parce qu'ils ne sont pas rattachés pour les Coréens au terroir, qui est une notion très importante pour les Coréens, et en plus, ils ne sont pas rattachés, je crois que je le mets ici, là, ils ne sont pas rattachés aussi à des recettes. Les Coréens, comme je l'ai dit tout à l'heure, associent les vins, notamment les vins occidentaux, à des recettes, à des moments de la journée, et le rosé, pour l'instant, n'a pas su créer cette image d'association à un mets ou d'association à un moment de la journée. Les Coréens achètent des vins de qualité à la maison. C'est pour ça que vous voyez que les ventes off-trade représentent 77% des ventes en volume des ventes de vin, et s'associe aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la dégustation de fromage, mais aussi en cadeau. C'est pour ça que dans ces boutiques, ah oui, j'ai oublié de dire que ces épiceries de quartier, elles sont aussi présentes presque dans toutes les stations de métro de Séoul. Vous avez une épicerie de quartier, une de ces quatre-là, CU, 7-Eleven ou autre, et vous y trouvez, ça c'est une photo complètement prise au hasard dans une de ces boutiques, vous y trouvez aussi bien des vins australiens que là, je ne sais pas, ça c'était un vin italien. Et vous voyez aussi un point important sur cette slide, que vous trouvez des vins vraiment pas chers. Donc, cette bouteille de vin australien à 4500 won, vous voyez que 10 000 won, c'est à peu près 7 euros, donc c'est moins de 5 euros. Vous voyez que pour les 3 bouteilles de vin, vous les trouvez à peine, enfin moins de 10 euros, les 3 bouteilles de vin australien. Vous voyez que le Coréen, s'il achète des vins bas de gamme, les vins australiens sont des vins bas de gamme, les vins espagnols aussi, il va les acheter vraiment pour pas cher. Alors, la clientèle qui va en restaurant haut de gamme, ça reprend aussi ce que j'ai dit tout à l'heure sur les modes, a besoin de nouveautés. Ils saturent complètement sur les Bourgognes, ils ne veulent plus de Bordeaux. Ils veulent des vins d'autres appellations. Donc, les appellations d'Occitanie ont une carte à jouer. Ils ont besoin de nouveautés. Les Coréens qui vont au restaurant, qui ont bon, bien sûr, ils ne vont pas acheter des vins à 5 euros. C'est des vins beaucoup plus chers. Je vous ai mis une photo un peu plus loin dans la présentation. Ils ont besoin de nouveautés, donc il faut constamment leur présenter des nouvelles appellations, des nouveaux terroirs. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Alors, vous voyez, ça, c'est les importations de vin en volume. Vous voyez que ça a progressé très fortement pendant le Covid. Alors, pendant le Covid, les Coréens n'ont pas eu de confinement obligatoire, mais d'eux-mêmes, c'est comme les Japonais, c'est un peuple asiatique, donc très discipliné. D'eux-mêmes, ils sont restés, ils sont confinés chez eux, et ça a joué en faveur du vin, parce qu'ils se sont achetés des bouteilles de vin pour déguster du vin à domicile. Donc, bien sûr, après la fin du Covid, on assiste à une baisse forte des importations de vin. Pourquoi? Donc, j'ai commencé à le dire tout à l'heure. Pendant le Covid, comme en France, les Coréens ont voulu changer d'appartement, changer de meubles, renouveler leurs appareils de Hi-Fi, et donc se sont endettés. Ils se sont endettés à taux variable, et avec la chute catastrophique de la monnaie coréenne, le won, les taux variables ont bondi, et les Coréens ont du mal à rembourser leurs prêts. Deuxièmement, suite, ils ont pu retourner au restaurant et retrouver leurs habitudes de consommer plutôt de la bière, puisque la bière, c'est une boisson fortement sociale. Le Coréen ou la Coréenne, enfin surtout l'homme coréen, le soir, sort avec ses collègues, sort avec ses clients, comme au Japon, dans les bars, et boit de la bière. Il mélange de la bière avec du soju, comme si on mélangeait, nous, un alcool fort dans la bière, et ils sont ivres-morts au bout de quelques heures. Mais ça, la bière, c'est une consommation sociale. Le vin, c'est plutôt une consommation à domicile, une consommation au restaurant, une consommation de plus haute qualité. Vous voyez que les ventes ont fortement baissé. Mais vous voyez que, et c'est un point important, la France continue d'enregistrer la plus forte hausse d'exportation depuis 5 ans, plus 82% de ventes depuis 2018. Et vous voyez même que
En 2023, malgré la baisse générale des importations de vin, la part de marché française a même augmenté, hein. Elle est passée de 15% à 17% en 2021 à 18% en 2023. Donc, c'est pas si négatif que ça. En plus, autre fait important que j'ai mis quelque part par là, les importateurs avaient surestimé le boom du vin, enfin, pensaient qu'il allait durer, qu'il allait se prolonger dans la durée. On fait beaucoup d'achats en 2021, donc se retrouvent maintenant avec beaucoup de stocks. Donc en 2022, ils ont acheté moins. En 2023, ils ont acheté moins. Et pour l'instant, les premiers chiffres de 2024 montrent qu'ils continuent d'acheter moins parce qu'ils ont beaucoup de stocks. Alors j'aime bien ces graphiques qui comparent le monde et la France. Vous voyez que par rapport aux importations coréennes mondiales, la France répond très bien. C'est-à-dire que principalement, hein, la Corée du Sud, c'est c'est un marché pardon, pour les vins tranquilles. Vous voyez que 75% des importations en volume et en valeur aussi sont des importations de vins tranquilles. Vous voyez que la France répond bien à ça. Et les vins mousseux, la France, bien sûr, le champagne répond aussi bien aux demandes de la Corée du Sud. Alors, sur les principaux fournisseurs, en 2023, la France en valeur est toujours première, elle reste première depuis de nombreuses années. Deuxième place, les États-Unis, troisième place, l'Italie. Par contre, en volume, c'est l'Espagne qui est passée devant le Chili pour la première fois là, en 2023. Vous voyez que en volume, les vins donc chiliens, les vins espagnols, c'est des vins de moyenne de gamme ou de bas de gamme, ce n'est pas du tout la même image. Dès que votre premier chauffeur de taxi entre l'aéroport d'Incheon et Séoul vous le dira, les vins chiliens, les vins espagnols sont moins chers, c'est des vins d'entrée de gamme, mais ils sont très connus. C'est pas la même clientèle qui va acheter du vin chilien bas de gamme et du vin français. Le Coréen qui fait ses courses en rentrant, qui est invité à un repas le soir, va dans un convenience store dans le métro acheter une bonne bouteille de vin français plutôt de moyenne gamme ou haut de gamme. Sur la slide d'après, alors si on rentre dans le détail des exportations françaises, vous voyez qu'effectivement ça a baissé, mais les exportations françaises est à relativiser avec cette forte hausse qu'il y avait eu en 2021-2022. On peut penser que c'est un retour, enfin, moi c'est mon point de vue, hein, mon analyse, c'est un retour à la normale, hein. Vous voyez que les exportations restent quand même supérieures, les exportations françaises restent quand même supérieures à la période d'avant le Covid, hein, 2020. Donc c'est un retour à la normale. Je suis prêt à faire le pari que les importations de vins français vont continuer sur un trend, sur une tendance d'augmentation, mais il y a eu les années 2021 et 2022 sont, selon mon analyse, des accidents. Les Coréens, pourquoi? Entre autres parce que les Coréens recommencent à voyager à l'étranger, hein, suite au confinement, et ils viennent beaucoup en France. C'est Paris, la France qui les intéresse, et ils vont demander au retour en Corée du Sud à retrouver des gâteaux, de la viennoiserie et des vins français qu'ils auront pu découvrir pendant leur voyage. Petit point qui est important pour vous sur l'Occitanie, parce que vous allez voir que les IGP Languedoc-Roussillon fonctionnent très bien. La consommation de vin en Corée du Sud, ce que j'ai dit, plutôt des vins de bonne tenue, donc les AOP principalement, les IGP 20%, les autres mousseux, les créments marchent très bien en Corée du Sud, les champagnes, voilà. Si on passe sur la slide d'après, alors sur les AOP. Alors sur les AOP en volume, en valeur, alors, il faut lire la légende dans ce sens-là. Alors c'est principalement de très loin, hein, les Bordeaux et les Bourgognes. Après vient la vallée du Rhône et après vous arrivez juste après le Val-de-Loire. Et effectivement, si on prend ces cinq premiers terroirs, Bordeaux, Bourgogne, Vallée du Rhône, Val-de-Loire et Languedoc-Roussillon, ben là c'est 90% de la consommation, hein. Donc vous faites partie des territoires, des terroirs qui sont très connus en Corée du Sud et qui sont demandés. Les autres régions, ce que j'ai mis ici, donc Provence, Beaujolais, Sud-Ouest, Alsace, sont des terroirs qui restent confidentiels ou pas connus ou qui sont en chute, comme on va le voir dans le tableau sur l'Alsace. Donc,
Les baisses en valeur ont moins touché les vins, ça vous devez le savoir aussi bien que moi, et je pense que Guillaume va en parler, ont moins touché les vins Languedoc-Roussillon, du Languedoc-Roussillon et du Sud-Ouest que d'autres terroirs. Alors, je ne sais pas si Guillaume veut prendre la parole maintenant, si je continue sur les IGP et VSIG. Donc IGP, alors les IGP Pays d'Oc fonctionnent très bien en volume, en valeur. Donc IGP Pays d'Oc, IGP Languedoc-Roussillon aussi. Les parts de marché sont importantes. Vous voyez, vous arrivez dans les premières après les autres IGP de l'UE qui sont classés, c'est la réexportation depuis la France, de très loin devant, et effectivement aussi les vins de France, euh, sont très bien placés aussi, donc sur la Corée du Sud. Et les baisses, effectivement, il y a eu des baisses, moins, mais à mon avis, on va reprendre sur un trend, une tendance de hausse de la consommation et des exportations sur la Corée du Sud. Alors après, je passe. Alors, effectivement, là, je pense que vous voyez que donc Languedoc-Roussillon, il y a eu une baisse, mais moins forte que beaucoup d'autres cépages. Vous voyez, les Alsaces sont en baisse forte et depuis plusieurs années, ce qui n'est pas le cas pour Languedoc-Roussillon. La Provence s'en tire bien sur 2022-2023, mais vous voyez que les vins du Sud-Ouest, du Val-de-Loire, ont beaucoup plus plongé que les vins du Languedoc-Roussillon. Donc ça, vous gardez toujours une bonne image, vous gardez toujours une demande forte de la part des Coréens. Je ne sais pas si Guillaume veut prendre la parole maintenant ou si je continue. Sur les vins effervescents, je vous laisse regarder tranquillement puisqu'il y a peu de vins effervescents dans la région. On va passer après donc sur la distribution, je pense. Ah, voilà, c'est là où Guillaume va prendre la parole, je pense. Oui, merci Hervé pour cette présentation des exportations françaises. L'idée maintenant, c'est de vous présenter en quelques slides un focus sur les exportations d'Occitanie. Tout d'abord, pour situer un peu nos résultats, voici une slide sur les exportations d'Occitanie mondiale annuelle. Donc tous les chiffres qui sont présentés ici sont pour les AOP et les IGP uniquement et sont issus également des douanes françaises et de Business France et sont traités directement par notre département chez Haddock. Globalement, si on s'intéresse aux derniers résultats des exportations annuelles en 2023, les AOP et IGP de la région Occitanie, comme on a pu le voir, sont en baisse, mais elles représentent environ 30% des exportations françaises en volume, 29,46 exactement, et un peu plus de 8,5% en valeur, avec des chiffres qui sont de 2 917 000 hectolitres exportés, pour un chiffre d'affaires généré qui est de près de 1 milliard d'euros, soit 947 millions. Sur ces 2 917 000 hectolitres de vin exportés des bassins d'Occitanie, on peut noter que 84% sont des vins IGP. Si on s'intéresse à l'évolution des volumes, donc on est sur une baisse de 22,5% entre 2023 et 2018, mais on peut noter une hausse de nos exportations en valeur, en effet, comme avait dit Hervé à ce niveau-là, sur la Corée du Sud, ça se répercute aussi au niveau mondial, en valeur en 2021 et 2022. Presque, on le voit un peu sur le graphique en bleu, en bleu à droite, presque au niveau d'avant Covid. En comparaison avec les autres bassins, je tiens quand même à le signaler, on le voit sur le tableau. On peut noter une baisse plus importante entre 2018 et 2023 par rapport aux autres exportations françaises dans leur globalité, mais c'est surtout dû à la catégorie champagne qui avait extrêmement bien performé en 2022. Par contre, l'évolution des exportations entre 2022 et 2023, elle montre une baisse de 9,54% pour les AOP et IGP de notre région,
à peu près similaire, hein, 9,56%, à la baisse des exportations des bassins viticoles français. Donc, tous les bassins viticoles hein, sont affectés par une baisse des exportations au niveau mondial en volume entre 2022 et 2023. Mais à noter quand même, les bassins les moins impactés étant le Val-de-Loire, la Bourgogne et chez nous, les vins IGP Pays d'Oc qui affichent une baisse moins importante. Ce petit point sur les exportations mondiales, hein, pour avoir une idée de comparaison vis-à-vis des exportations d'Occitanie en Corée du Sud, est terminé. Donc la Corée du Sud, c'est le 17e marché en volume et le 14e en valeur pour nos vins d'Occitanie. On peut noter par rapport à nos bassins les typicités suivantes en 2023. Alors il y a une énorme part hein, des vins du bassin Languedoc-Roussillon par rapport aux vins du bassin du Sud-Ouest, avec un ratio de 97% contre 3%, par rapport à la moyenne mondiale, on va dire, de nos exportations d'Occitanie, qui est de 91% contre 9% entre les vins du Languedoc-Roussillon et du Sud-Ouest. Il y a une petite sous-performance des vins du Sud-Ouest en Corée du Sud. À noter qu'entre 2020 et 2021, les exportations de vins de la région pour la partie exportée du Sud-Ouest uniquement, elles ont triplé, donc en un an, entre 2020 et 2021. Comme ce pays n'est pas encore, on va dire, un marché vraiment mature, on peut espérer hein, que de nouvelles fortes croissances pour cette partie des vins de la région Occitanie puissent réapparaître à nouveau. Autre typicité, les exportations régionales d'Occitanie en Corée du Sud sont essentiellement des IGP, avec un ratio de 86% par rapport aux 14% des AOP exportés en 2023. Donc c'est à peu près hein, le ratio mondial des exportations d'Occitanie en moyenne sur la globalité de nos exportations. Enfin, on peut dire hein, la partie des vins d'Occitanie exportés par rapport à l'ensemble des vins français, bon, on l'a un peu vu avec la présentation d'Hervé juste avant. En 2023, ça représentait 26% contre 74% pour les autres bassins. C'est également assez proche de la répartition mondiale de nos exportations. En termes d'évolution, bon, on le voit également très bien hein, sur ces deux graphiques. Il faut noter hein, cette très forte hausse en 2021 pour les vins de la région qui a été de plus de 100% en volume et pratiquement de 100% en valeur, que Hervé a très bien expliqué avec cette situation Covid qui était très particulière. À noter hein, donc qu'en 2021, les exportations globales d'Occitanie, tout bassin de production confondu, donc je vais les représenter. Hein, donc toute la partie Languedoc, Roussillon, Sud-Ouest, IGP Pays d'Oc, donc une partie du Sud-Ouest, vu qu'il y a une partie qui est hors Occitanie, et la partie gardoise des vins de la vallée du Rhône, elles ont représenté plus de 47 000 hectolitres en 2021. Depuis, bon, il y a une baisse, mais on note sur l'année 2023 que cette baisse, elle est sur une tendance qui se stabilise, qui se réduit à la fois en volume et en valeur. On tenait également à vous présenter les derniers chiffres dont nous disposons pour affiner un peu cette présentation. Donc, voici les chiffres des exportations calculés cette fois-ci, excusez-moi, uniquement pour les ventes au premier semestre 2024, comparé aux autres premiers semestres uniquement, donc sur les 6 premiers mois de l'année. Ces deux graphiques également, hein, ils nous montrent que depuis 2021 en volume, la tendance continue également à se lisser et on le voit bien entre 2023 et 2024 en volume de 15 000 hectolitres exportés au premier semestre à 13 000. On est sur une baisse qui se réduit encore plus que par rapport aux exportations annuelles qu'on vient de voir sur la slide précédente. Donc on peut espérer, si ces évolutions, on va dire, d'une tendance au second semestre qui continue, pouvoir revenir à une croissance des exportations de vins d'Occitanie en Corée du Sud assez rapidement. Je tenais également à vous présenter une comparaison hein,
sur les mêmes données premier semestre 2024 des principaux pays d'exportation de la région où on peut voir des signes positifs également sur ces 6 premiers mois 2024, avec notamment sur nos deux principaux marchés qui sont l'Allemagne et la Belgique, des tendances positives. Voilà. Donc il faut garder en tête qu'il y a quand même des évolutions positives et qu'en Corée du Sud, le premier semestre montre quand même, pour les vins de notre région, des signes et des tendances qui sont positives. Voici pour ce focus région, Hervé. Je te redonne la parole. Oui, merci Guillaume. Donc, je continue ma présentation. Alors, je vous ai fait quelques slides sur la typologie des consommateurs. Bon, c'est toujours à grands traits, mais c'est assez intéressant. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le consommateur de vin coréen, en fait, c'est une consommatrice, hein. Les femmes sont à l'origine de plus d'un achat de vin sur deux dans les points de vente, dans les magasins de proximité. Alors, les jeunes, c'est une cible, notamment dans les réseaux sociaux. J'ai rencontré un influenceur de la plus grande chaîne sur YouTube d'achat le plus grand site, la plus grande chaîne de YouTubeurs sur le vin. C'est des jeunes et eux, ils ont toujours besoin de nouveautés, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une mode chasse l'autre. Après le Covid, où ils ont vanté le vin et découvert le vin pour la plupart, il y en a beaucoup qui passent maintenant au whisky. Donc, il faut faire attention à ces histoires de mode, bien rester bien rester sur alimenter les modes, alimenter les modes. Et par rapport aux réseaux sociaux, c'est très important pour lancer, mettons, un nouveau terroir ou pour, mettons, si vous voulez, lancer des vins blancs ou autres, les associer à un influenceur, que ce soit une vedette, que ce soit un grand chef cuisinier français ou coréen à Séoul, qui l'associe à une recette. Donc, dans l'étude complète que j'ai réalisée, je donne des idées de recettes. On pourrait très bien lancer des plats. Je suis allé dans un restaurant de cuisine française à Séoul. J'ai mangé un confit de canard avec façon cassoulet et je l'ai assorti avec un vin terroir sud-ouest. Ça peut être des choses à lancer par rapport à des plats traditionnels français, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les Coréens regardent la France comme un pays de bonne cuisine et pays de bon vin, hein. Il y a aussi un point important que je n'ai pas dit et qui est plus développé dans l'étude, c'est que la Corée comme le Japon sont des pays vieillissants et des pays sur lesquels les schémas traditionnels de mariage, d'installation en couple et autres sont en perte de vitesse. Et il y a beaucoup de la part des ménages seuls, comment dire, des monofoyers en Corée, s'accroît de plus en plus. Donc, cette clientèle est intéressante pour vous, exportateurs de vin, parce que pour des packaging plus petits, vous voyez, par exemple, là, il y a un importateur de vin que j'ai non, je ne l'ai pas rencontré. C'est du vin au verre, en fait, c'est des toutes petites bouteilles, hein, c'est plus petit qu'une demi-bouteille, vous voyez, à l'échelle de la main, parce que ça permet pour une personne seule de boire un verre de vin sans forcément tomber dans l'ébriété. Alors, il y a une forte reconnaissance. J'ai rencontré le meilleur sommelier asiatique 2021, je crois, ou 2020. Forte connaissance du relationnel, de l'influence des sommeliers, des choses comme ça. Et vous, la carte à jouer, effectivement, comme vous l'avez vu, c'est principalement une exportation des vins de Languedoc-Roussillon, des IGP. Vous avez toujours cette reconnaissance comme bon vin d'entrée de gamme aux côtés des vins d'Espagne et du Chili, mais bon vin français d'entrée de gamme. Et c'est certainement quelque chose qu'il faut continuer à alimenter. Alors, sur les slides d'après, je veux bien la slide d'après. Ah oui, alors les concurrents.
Bon, vous lirez ça tranquillement. Il faut bien penser, comme je viens de le dire, vin français associé aux recettes, soit aux recettes de plats occidentaux, soit aux recettes de plats coréens. Sachant que les plats occidentaux, les restaurants exotiques en Corée du Sud, bah, il n'y a qu'une seule sorte, c'est le restaurant italien, ce sont les pizzas. Et d'où l'importance aussi des fromages à gratiner qui sont utilisés avec les pâtes, avec les pizzas, avec les lasagnes, etc. Et c'est pas du tout les fromages français, enfin très peu les fromages français auxquels on est habitué. Donc c'est les seuls restaurants italiens, enfin les seuls restaurants exotiques qu'on trouve en Corée sont les restaurants italiens. Bon, à part une ou deux grandes signatures de grands chefs cuisiniers à Séoul, mais vraiment pour une toute petite clientèle. Et donc bah, les vins italiens rentrent sur le marché coréen en association avec la pizza, avec une association avec les pâtes. Donc je vous laisserai regarder ça tranquillement, sachant que, bon, bah, vous l'avez vu, la France a quand même une image principale de qualité en valeur. C'est vraiment les vins français qui sont en premier. Les vins chiliens ont connu un boom très important puisqu'il y a eu un accord de libre-échange qui a supprimé les droits de douane par rapport aux vins chiliens. On l'a vu, il y a eu un boom à un moment donné sur les vins chiliens. Et ça sert aussi, comme les vins d'ailleurs de Languedoc-Roussillon, des vins d'entrée de gamme qui attirent les consommateurs coréens vers des achats après de plus haut, moyen de gamme ou haut de gamme, en commençant par des vins entrée de gamme, donc par exemple des vins Languedoc-Roussillon, Chili ou Espagne. Sur la slide d'après, je crois que je vous ai mis deux comptes. Ah oui, alors là, vous n'allez pas voir grand-chose, mais vous le verrez en téléchargeant l'étude. C'est des pages que j'ai photographiées de cartes de vin de restaurants français. Donc, vous voyez, par exemple, vin au verre. Alors, c'est le seul vin au verre qui était proposé. C'était un vin du Languedoc-Roussillon, la Mission Sud. France Languedoc-Roussillon, Mission Sud aussi, un 50% Cabernet Sauvignon, 50% Syrah. France Pays d'Oc, un Malbec, aussi, vous voyez que les vins, bon, je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais vous voyez que les vins du Languedoc-Roussillon sont quand même très présents, aux côtés, vous voyez, par exemple, de vins espagnols. Donc là, je vous laisserai faire la conversion, c'est en kilo won. Donc par exemple, là, 70 000, ça fait à peu près 42 euros, pardon, 42 euros la bouteille de ce vin espagnol. Un peu moins de 35 euros, cette bouteille-là de Saint-Chinian, Grenache, Syrah, Carignan. Voilà, je vous les laisserai regarder. Cahors, vous voyez le Malbec de Cahors. Donc on trouve hein, facilement des vins de la région Languedoc-Roussillon. Donc là, par exemple, il y en avait un en premier. Un premier, donc voilà, des vins, des pages de cartes des vins que j'ai dans des restaurants où je suis allé à Séoul. Sur la slide d'après, c'est là où je vous ai mis. Ah oui, alors les circuits d'approvisionnement. Donc on l'a dit tout à l'heure. Je vous laisserai regarder ça. On retrouve les grands groupes hein, que je vous ai cité tout à l'heure, donc Lotte, Shinsegae, Eland, IT Jinro, qui ont ces grands groupes de distribution, qui ont aussi leurs centrales d'importation, mais il y a aussi des importateurs spécialisés dans les boissons alcoolisées qui vont les vendre à ces grands magasins, à ces chaînes de grande distribution. Donc il y a un Français, par exemple, qui est présent en Corée du Sud que j'ai rencontré. Vous avez plusieurs importateurs spécifiques et voyez les marges, hein, en gros, que se font les différents niveaux d'importateurs jusque entre l'importateur et le consommateur final coréen. Sur la slide d'après, alors vous voyez un positionnement, ça peut vous donner un intérêt par rapport à ces chaînes de distribution. Le plus haut de gamme avec un grand nombre de références, le groupe Lotte pour ses grands magasins de luxe, le groupe Shinsegae, et vous les trouvez après déclinés par cavistes, donc un sortiment haut de gamme avec moins nombre de références, comme Bottle Bunker. Alors, Bottle Bunker, c'était la photo là il y a deux slides, c'est un magasin spécialisé, une grande enseigne spécialisée de vin qui dépend, si je me souviens bien, de Lotte. C'est un grand magasin avec plusieurs étages et autres où vous ne trouvez
que du vin. Voilà. Alors, c'est pas le petit caviste auquel on est habitué, nous, en France, hein. C'est des grandes enseignes, c'est des supermarchés. Le Coréen va acheter sa viande, ses fromages, ses produits laitiers, son huile, et dans le magasin d'à côté de la même chaîne, il va aller acheter sa bouteille de vin. Et vous voyez, on retrouve ici les fameuses épiceries de quartier que je vous ai citées tout à l'heure. Vous voyez que vous retrouvez celles que je vous ai citées qui appartiennent aux grands groupes, Lotte ou Shinsegae ou IT Jinro. Sur la slide d'après, il y a quand même, je vous ai mis deux contacts les plus importants d'importateurs de vin. Alors, soit Wine Time, c'est un peu l'exception, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un caviste, hein, c'est une exception. Vous voyez, une boutique Wine Time. Je crois que c'est moi qui ai pris la photo ou j'ai pris sur leur site. Vous voyez, c'est seulement 4 points de vente, hein. Vous avez vu la population de Corée du Sud, hein, qui est un tiers de plus que la France. Il y a seulement 4 points de vente, 5 points de vente pour l'enseigne Naracellar. Donc les cavistes, hein, c'est vraiment très petit réseau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Bon, il y a des cavistes, mais la distribution, la vente des vins se fait dans des magasins où vous pouvez acheter de tout. Voilà. Alors bien sûr, je vous ai mis le contact de mes bureaux, de mes collègues de mon bureau, du bureau de Business France à Séoul, qui sont tout à fait à votre disposition pour les prochains test-in en Corée du Sud. Mais j'ai entendu dire que c'était complet pour votre approche du marché coréen. Voilà, on a un bureau qui est très efficace pour les produits vins et spiritueux et les autres produits alimentaires aussi d'ailleurs sur la Corée du Sud. Alors, je crois que j'arrive à la fin de ma présentation. Ah oui, je vous ai mis une photo alors, dans un grand magasin, l'équivalent des Galeries Lafayette ou du Printemps, un lancement d'un vin français. Vous voyez l'image qui est donnée, hein, l'image de luxe, donc assez raffinée, hein, des jolies couleurs pastel qui reprennent les couleurs d'ameublement préférées des Coréens comme des Japonais d'ailleurs. Et vous voyez, alors là, c'était un lancement d'un vin rosé. Alors, j'espère que ça a fonctionné pour eux parce que, comme je l'ai dit au début, c'est pas gagné, hein. Les vins rosés sont quand même très peu connus. Et vous voyez, alors dans un pays où le coréen de la rue ne parle pas un mot d'anglais, hein, ne parle que coréen, ils misent vraiment sur l'image de la France. Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez le français type. Bon, ça c'est le français type vu par les Coréens. Vous voyez quand même une image assez raffinée, un beau fauteuil, un intérieur cosy. Le type est quand même bien habillé. Et uniquement du français, vous voyez, maison numéro 9, la Méditerranée, produit de France. On joue à tout prix sur l'image produit de France, on joue à tout prix sur l'image de haut de gamme des vins français. Et la slide d'après. Ah oui, alors là, je vous ai mis des opportunités. Alors, j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas si on va peut-être plus passer aux questions. Là, je vous ai mis des extraits de ce que m'ont dit dans mes interviews des importateurs. Alors, il y a sans doute une place à faire pour le muscat de Lunel. Moi, je suis provençal, donc je vais plutôt me faire l'avocat du muscat de Baume de Venise que de celui de Lunel ou de Rivesaltes. Mais ils sont encore très peu connus. Pour les Coréens, c'est sans doute quelque chose à lancer. Pour les Coréens, un vin doux, c'est un asti, hein, c'est un vin italien. Pour l'instant, les muscats sont complètement introuvables. Je suis allé donc effectivement chez ce YouTuber, il avait une jolie bouteille de muscat de Lunel sur son étagère, mais il me disait, je ne sais pas quoi en faire. Il y a certainement quelque chose à lancer. Hein, puisque je vous ai dit que la Corée était un pays de mode, il y a sans doute quelque chose à lancer, trouver un créneau, une recette à associer avec, ou un chef, ou un moment de la journée, ou une occasion festive pour lancer les muscats de Rivesaltes, les muscats de Lunel. Donc, comme j'ai dit, et en plus, ça permet de les dissocier, sans doute ces muscats, et les rosés aussi d'ailleurs, les différencier un peu des images de vin fort, puisque comme je vous l'ai dit tout au début, il y a une tendance de baisse de la consommation et moins d'alcool fort, moins de vin fort. Alors, le marché du bio, le marché de la biodynamie, ça se développe, mais
c'est encore très peu développé, le vegan, le bio en Corée du Sud. Pourquoi? Ben parce que, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, les douanes coréennes, la législation coréenne sur les produits alimentaires est une des plus strictes au monde. Donc le consommateur coréen s'estime déjà protégé par un produit alimentaire normal. Un produit alimentaire normal, et ils recherchent pas vraiment un produit encore plus bio que le produit alimentaire normal. C'est encore très peu développé. Et la Corée du Sud est un gros pays. Vous ne pouvez pas échapper à la viande en Corée du Sud, hein, notamment, alors c'est pas l'objet de ma présentation aujourd'hui, mais notamment le porc, notamment le poulet et notamment le bœuf qui a une image de luxe, comme le bœuf de Kobe pour le Japon. Mais donc le vegan, c'est pas du tout encore développé. Et en plus, ils sont trop chers. Ils sont trop chers, ils arrivent trop chers. Vous voyez, avec des prix entre 32 et 48 euros, ils sont trop chers par rapport aux vins normaux. Alors, les créments fonctionnent très bien. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait des créments. Je connais moins bien votre région que ma région des Côtes-du-Rhône et autres. Mais c'est sans doute, ça marche très bien en Corée du Sud. C'est moins cher que le champagne et ça a un côté festif comme le champagne. Donc, on pourra introduire d'autres créments, d'autres régions que simplement les créments qui sont connus actuellement en Corée du Sud, du Val-de-Loire par exemple. Et je crois que sur la slide d'après. Ah oui, donc des bonnes pratiques. Donc, comme je l'ai dit, format en demi-bouteille. Très important de rattacher les vins du Languedoc-Roussillon à leur image de terroir, à leur image comme je dis, les Coréens voyagent en France, donc vont être en contact avec des vins en France et donc ils vont vouloir les retrouver par rapport à l'histoire du terroir. Les médailles au concours agricole, concours général agricole, c'est très important. Les associés, vous voyez par exemple Mouton Rothschild qui a fait une étiquette spéciale avec des caractères coréens, donc c'est très important aussi de séduire le consommateur coréen. Et bien sûr, les prescripteurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les grands hôtels, les grands restaurants, les influenceurs de vin, les sommeliers. Et la présence en ligne est très importante. Jusqu'à 6 000 euros, un consommateur individuel coréen peut acheter en ligne sans avoir de droits de douane, sans être suspecté par les douanes. Donc, souvent, les produits alimentaires commencent par une présence en ligne. Si vous pouvez contacter donc les grands sites de vente en ligne coréens et notre bureau là, de Business France peut vous aider en cela. S'ils voient les importateurs, les grands groupes de distribution, s'ils repèrent des produits qui sont bien vendus en ligne, qui font le buzz en ligne ou sur les réseaux sociaux, après les importateurs vont se rapprocher de vous, de l'exportateur français, pour le prendre dans leur catalogue. Donc les réseaux en ligne, le e-commerce, c'est un bon moyen c'est une bonne porte d'entrée pour se faire connaître sur le marché coréen. Et sur la slide d'après. Ah oui, alors, bon, relations commerciales, bon, ça c'est assez bateau en fait, assez classique. Donc, alors, ce qui est important, ce sont les grands salons. Et Business France organise régulièrement avec ma collègue Fabienne Le Goc des testines. Le premier jour de mon séjour en Corée du Sud, ça a commencé par le testine 2023 là, dans un grand hôtel de Séoul. Mais vous voyez qu'il y a des salons, hein, bien sûr, le salon des vins et spiritueux tous les ans à Séoul, le salon de la deuxième ville du pays, donc Busan, qui est peut-être aussi quelque chose à tenter. Et aussi, il y a un festival international des vins dans la ville ou la province de Daejeon. Et après, pour refermer ma présentation, petite présentation sur petit point réglementaire. Si vous voulez bien passer sur la slide d'après. Ah non, oui, le SWOT. Donc, bon, le SWOT, je vous laisse regarder, ça reprend un peu tout ce que j'ai dit, mais c'est pas uniquement les vins, hein, c'est aussi les vins et spiritueux. Ce qui est plus important, c'est ça, hein. Vous voyez que sur la douane, les accords de libre-échange, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Corée du Sud de 2011, les vins, les bières, les spiritueux bénéficient donc d'un droit de suppression des droits de douane totaux. Par contre, il y a 2 droits d'assises qui viennent sur les vins, une liquor tax et une education tax pour préserver la jeunesse des méfaits de l'ébriété et de surconsommation de vin.
Et la TVA générale de la Corée, ça s'applique après à 10%, mais vous voyez que vous bénéficiez de 0% de droits de douane sur les vins comme sur les champagnes. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous l'aurez dans la présentation sur les vins et sur les spiritueux pardon, et sur les bières. Je vous laisserai regarder sur les bières. C'est un marché très fort et à mon avis très, très porteur pour la Corée du Sud, mais vous l'aurez dans ma présentation. Je pense qu'on peut passer peut-être plutôt aux questions s'il y a des questions et voilà, au témoignage bien sûr des vignobles Vélas. Je laisse la parole donc à Monsieur Bazin. Merci Hervé. Damien, si tu es toujours là, on t'écoute. Merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, je te remercie. Super. Merci de me donner la parole sur ce séminaire. Donc, je me présente, Damien Bazin, responsable export Asie pour les vignobles Vélas. Donc, export Asie, en fait, c'est plutôt Asie du Sud-Est, Corée du Sud et Japon. Alors, je suis moi-même basé au Vietnam. Je suis en Asie depuis 2011. J'accompagne les vignobles Vélas depuis près de 2 ans. Auparavant, j'étais entre autres, notamment, je travaillais chez Sopexa, donc voilà, j'étais déjà un peu dans le milieu de l'agroalimentaire et du vin plus spécifiquement. Et j'ai accompagné par la suite quelques vignerons voilà, sur la zone. Donc, je suis basé au Vietnam, mais la Corée, c'est un marché qui est assez important pour moi et c'est aussi un pays d'une manière générale dans lequel je me rends très souvent naturellement parce que mon épouse est coréenne. Voilà, c'est un pays que je connais relativement bien en Asie. Donc, ça, c'est pour ma présentation. Maintenant, les vignobles Vélas. Alors, nous, on est basé à Téhéran, au nord de Montpellier. Nicolas Vélas, le fondateur, a eu plus d'une vingtaine d'années d'activité. Ça représente 700 références, ce qui me permet, moi, dans mon métier, dans les différents marchés sur lesquels je suis actif, de travailler avec plusieurs importateurs. En l'occurrence, en Corée, j'ai 8 importateurs différents depuis notre pénétration du marché qui remonte à au final pas si longtemps que ça. On a commencé après le Covid en 2022, donc avec notamment en participant à des salons internationaux comme Vinexpo Pro Wine sur l'Asie, Singapour ou Hong Kong, mais aussi bien sûr en participant aux opérations organisées de concert par Business France et l'Occitanie. Donc les Test in France que Hervé mentionnait tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux dire sur le marché coréen? Pour nous, ça a bien démarré. 2022, on a commencé, justement, les différentes actions qu'on a pu faire nous ont permis de, de, de travailler avec 3-4 importateurs au début sur des quantités relativement moindres, on va dire, hein, des premières commandes d'essai, mais qui se sont bien confirmées sur l'année 2023. Et j'ai encore pu développer sur 2024. Je fais une plutôt bonne année encore cette année, même si je ressens quand même un ralentissement. Si malheureusement j'ai pas pu renouveler avec tous les importateurs qu'on avait. Je sens ce ralentissement, il est notamment dû à la baisse du won, hein, la devise coréenne, qui par la force des choses, ralentit un petit peu la prise de décision. J'avais le même problème, notamment au Japon. Là, j'ai l'impression que ça suit un petit peu la voie du Japon. Les troubles actuels vont pas faciliter les choses, je pense, malheureusement. J'ai vu une question qui passait tout à l'heure. Je me permets, moi, de donner mon observation de la situation parce que j'ai l'impression qu'en France, on n'a pas vraiment compris le ressort de ce qui se passe en ce moment en Corée depuis quelques jours. Le président actuel, cette prise de décision de la loi martiale qui a été, pardon, qui a été refusée, j'ai pas le terme exact, pardon, par le Parlement. Donc, elle est plus en vigueur, la loi martiale. Mais c'est ni plus ni moins qu'une tentative de coup d'État hein, du président. Il a justifié cette décision par le péril nord-coréen.
Mais voilà, les Coréens, d'une manière générale, n'ont pas suivi du tout parce que le péril nord-coréen, alors il est toujours existant, mais c'est quelque chose avec lequel les Coréens du Sud, du coup, vivent très bien. Et du coup, cette loi martiale, elle a pris de court beaucoup de monde. Et là, on est en plein règlement de compte, sans trop vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. C'est pour ça que c'est un peu compliqué voilà, de, comment dire, de prévoir la suite des choses en Corée du Sud. Quoi qu'il en soit, la situation va se stabiliser. Euh, et, euh, et donc, c'est, je crois, samedi, il y aura un vote qui mettra en suspens le, comment dire, la continuité de la présidence actuelle. Donc, voilà, ça risque d'évoluer aussi dans les prochains jours. Donc ça, c'était pour l'instabilité politique. Par rapport à la complexité des démarches pour importer en Corée, par rapport aux autres marchés, moi, que je gère, c'est un pays qui est relativement facile en termes de documents à fournir, en termes d'enregistrement. C'est pas très, très contraignant. En général, c'est pas un gros souci de faire entrer de nouvelles bouteilles. Parfois, il faut faire attention sur les étiquettes. Nous, on a des étiquettes qui peuvent des fois poser problème, notamment avec je sais concrètement, nous, on a eu des problèmes avec des étiquettes qui ont des cigarettes dessus. Donc ça, voilà, ça peut arriver. Mais sinon, c'est pas vraiment c'est pas vraiment un obstacle sur la Corée du Sud. J'ai pas parlé du profil des importateurs avec lesquels on travaille. Moi, je travaille essentiellement quand même avec des importateurs moyens, voire petits. J'ai un gros qui couvre tout le pays. Mais sinon, je travaille avec plusieurs petits et on travaille très très bien avec eux. Euh, Ils nous développent, ils sont très très bons pour pousser nos marques et développer notre présence. Et puis, ça se traduit aussi par des commandes qui augmentent mois après mois. Donc, voilà, c'est très très positif. Euh, Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre sur les conseils? Moi, je pense que surtout quand on parle pas la langue, c'est bien de se faire accompagner sur la Corée parce que peu de Coréens maîtrisent bien l'anglais. Et du coup, nous, c'est aussi pour ça qu'on participe à des missions comme celle organisée par Business France, qui est une équipe très compétente sur place, qui voilà, peut servir d'intermédiaire. Il y a aussi des agents euh, qui peuvent permettre aussi d'ouvrir sur certains contacts, certains importateurs. Euh, et alors, autre chose aussi que euh, j'ai pu constater avec les Coréens d'une manière générale, euh, moi, avant d'arriver en Asie, j'avais une vision très japonaise, en fait, de ce qu'était l'Asie. J'avais vécu un petit peu au Japon en- avant d'arriver au Vietnam où je suis maintenant. J'ai un peu vécu aussi en Corée. Je pensais que les Coréens, ce seraient des Japonais bis. Et en fait, alors s'il y a une langue, il y a une culture qui est un petit peu similaire parce qu'il y a des rapports, des relations, alors plus ou moins bonnes entre les deux pays, mais des relations quand même étroites. Ça n'a rien à voir sur la personnalité. Les Coréens sont des gens qui sont très très francs, qui sont pas, qui peuvent, comment dire, qui sont pas sur la réserve comme le peuvent être les Japonais. Et du coup, faut pas hésiter, je dirais, à être franc avec eux et surtout à être loyaux. Moi, ça m'a quand même pas mal aidé de montrer que voilà, on était loyaux et fidèles. Ça m'a vraiment permis de développer des relations fortes qui me sont bénéfiques encore aujourd'hui. Voilà, c'était un petit peu les points que je voulais aborder sur ma petite intervention aujourd'hui. Je suis disponible pour vos questions si vous en avez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien. Donc, merci à tous Je hein, vous en prie. pour votre attention. Donc, si vous avez des questions, alors je suis désolé de mon côté, moi je ne vois pas la conversation. Hervé, si tu as accès ou Philippe, je te laisse voir qu'est-ce qui a été dit. Oui, j'ai regardé, j'ai répondu un petit peu. Il y avait une question et je suis d'accord avec ce que vient de dire Monsieur Bazin. Ils sont habitués à vivre avec un voisin complètement imprévisible et enfin, quand j'étais à Séoul, il y a eu un tir
un tir de satellite manqué de la Corée du Nord qui s'est écrasé dans la mer Jaune, je crois. Ils en parlaient en France et tout, puisqu'il y avait eu des sirènes et autres, mais à Séoul, les gens n'étaient pas du tout inquiétés. Ils ont malheureusement pour eux l'habitude de vivre comme ça dans un contexte géopolitique difficile. Donc, cette histoire de loi martiale, ils sont très politisés. Et je suis d'accord aussi avec M. Bazin. En fait, les Coréens, ils ont plutôt des comportements de Chinois plus que de Japonais. C'est-à-dire que, moi j'ai cité plusieurs fois, mon hôtel était situé à côté du quartier général de la police là, de Corée. Les manifestations, c'est quand même assez violent, quoi. Ils sont plus chinois dans leur comportement que c'est pas du tout la retenue japonaise. Et je crois que dans leur histoire récente, ils ont déjà destitué un président, donc je pense que le président actuel, ses jours sont comptés et il va subir le même sort. Donc non, ils sont très asiatiques, c'est-à-dire que c'est la consommation qui compte. Ils sont très politisés, mais l'économie, le travail, c'est une valeur très importante pour eux. Le travail à garder chez eux, une valeur très importante, je dis bien chez eux. Parenthèse. Donc, ils consomment, ils ont leurs problèmes d'endettement et de baisse du niveau du won et de leur économie, puisque l'économie coréenne, c'est une économie qui produit principalement des semi-conducteurs, et avec le ralentissement de l'économie chinoise, il y a moins de ventes de semi-conducteurs, notamment pour les voitures, les choses comme ça. Mais je ne pense pas que la loi martiale, c'était une des questions et de l'impact. Il n'y a pas eu beaucoup de questions. Il y a une question sur l'étiquetage, mais ça, je ne sais pas y répondre. Il faudrait voir ça avec vos personnes en charge de la réglementation au sein de l'Occitanie, ou avec mes collègues réglementaires à Marseille. Je vais répondre là-dessus. Je vais mettre dans la longue conversation une fiche de synthèse sur la réglementation des produits. À ce stade de l'information qu'on a, que je vois, qui date d'octobre 2023, mais qui est donc un petit peu antérieure à l'entrée en vigueur de la réglementation européenne sur l'étiquetage nutritionnel des vins, ne mentionnait pas que la réglementation coréenne exige un étiquetage des vins sur ce point-là. À voir, on revalidera, mais c'est l'information que l'on a. Philippe, ouais, c'est Florence. C'est un peu ce que j'avais, il me semblait, lu, mais je voulais avoir une confirmation. C'est d'après ce que j'ai compris, pas mal de pays et de destinations n'ont pas forcément cette exigence. Alors, il y a eu deux questions. C'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Les informations qu'on a, c'est que les autorités coréennes n'exigent pas un étiquetage nutritionnel des vins. On le réactualisera, mais voilà. Donc, aujourd'hui, c'est purement européen, et certains pays reconnaissent ou pas cet étiquetage. Donc, soit vos importateurs vous demanderont d'apposer, ou ils apposeront eux-mêmes une contre avec les mentions obligatoires en Corée, sans faire mention de ces mentions nutritionnelles, puisqu'elles ne sont pas obligatoires, soit alors demanderont d'apposer une contre sur place. C'est assez classique, mais aujourd'hui, l'information que l'on a, je vais le mettre dans le chat, c'est que ce n'est pas obligatoire. Je ne sais pas d'ailleurs si, M. Bazin, vous avez une information qui est peut-être plus actualisée que nous sur ce point, mais on l'a perdu. Il n'a pas remis son micro, je pense. Oui, ça va être le micro. Si, pardon, je suis là. Je n'étais pas sur la bonne fenêtre, désolé. Non, sur l'étiquetage, je suis désolé, je n'ai pas d'informations complémentaires. Pour l'instant, moi, on ne m'a rien demandé sur les nouvelles bouteilles les nouveaux vins, pardon, que j'ai pu avoir enregistrés cette année, d'une manière concrète. Ouais, ça confirme bien ce qu'on a par ailleurs. Alors, il y a eu trois nouvelles questions dans le chat. Je vais essayer d'y répondre. La première, est-ce que les importateurs, distributeurs coréens se déplacent sur les grands salons occidentaux? Tous ceux que j'ai rencontrés, il n'y en a aucun qui m'en a parlé, parce qu'il y a des salons importants dans la région asiatique. Non. Et puis, non, moi j'aurais tendance à dire non, mais il n'y en a aucun qui m'a dit qu'il venait sur Provine, par exemple. Si je peux me permettre, moi oui, j'en ai eu quand même quelques-uns. Oui. Pardon, j'ai participé à Vinexpo, alors je confonds toujours, c'était Vinexpo Singapour et ProWine Hong Kong, enfin voilà, les deux gros salons en Asie.
Et bon, si, j'ai quand même pu voir quelques Coréens. C'est pas le Ah oui, plus oui, gros oui, non, mais en contingent. Asie, oui, oui, en Asie. Non, non, la question c'est est-ce qu'ils viennent sur les grands salons en Europe et en Ah, Europe, pardon. Ok. voilà. Non, non, bien sûr, oui, oui, en Asie, les marchés comme la question est où profitent-ils de la proximité géographique pour privilégier les salons en Asie? Je dirais comme vous, Monsieur Bazin, que ils sont plutôt présents sur les salons en Asie. Deuxième question, David Hamelin. Oui, c'est très important d'avoir tous les importateurs que j'ai rencontrés. Par exemple, j'ai rencontré un importateur de sel de Guérande ou de bonbons, ils recherchent l'exclusivité, oui. Pour eux, c'est ce que M. Bazin a dit aussi, c'est une marque de confiance. Ils ne veulent pas que le même produit qu'ils importent se retrouve dans un autre magasin ou chez un autre importateur. L'exclusivité, c'est important. Situation vraiment difficile, oui, c'est sûr qu'avec un endettement fort des ménages et une monnaie complètement en chute libre, c'est pas très bon. Je ne peux pas répondre à la question. Bon, ce qui est manifeste quand on reste un peu longtemps à Séoul, c'est que il y a un fort niveau de vie. Un fort niveau de vie, un très haut niveau de vie et que la situation n'est pas si dramatique que ça, hein. Par contre, comment voyez-vous l'évolution sur 2025? Je ne suis pas capable de répondre à ça, hein. Je ne suis pas du tout spécialiste de ça. Après, il y a une question du château des Perraux, un domaine de 5 hectares qui produit des vins biologiques. Moi, j'aurais tendance à dire non, parce que vous allez être noyé dans une concurrence de domaines plus puissants que vous. Comme je l'ai dit, les vins biologiques, les vins nature, c'est pas une demande du consommateur coréen. Bon, je ne veux pas vous désespérer, mais moi, je ne vous conseillerais pas ce marché-là. Je vous conseillerais un marché de proximité, des pays qui sont plus sensibles que les Coréens au bio. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas un expert, hein. Je dirais la Suisse, la Belgique, des pays comme ça de proximité. Moi, je dirais non sur la Corée du Sud, mais bon, je ne veux pas ruiner si vous étiez en procédure de. Mais c'est important de rencontrer des importateurs aussi, de faire le point avec mes collègues. Faites le point. Alors ma collègue qui s'occupe des vins et spiritueux est en congé maternité actuellement. Elle est remplacée depuis le 1er décembre, je crois, ou le 10 décembre par une nouvelle collègue. Mais faites le point avec eux pour une question aussi pointue que ça. Alors il y a d'autres messages. Voilà, non. Voilà, je ne vois pas d'autres. Si vous avez d'autres, si vous voulez poser une question hors du chat, est-ce que les importateurs coréens demandent généralement des budgets marketing? Je ne sais pas répondre à cette question. Moi, je peux Allez-y, vous parler de mon expérience, hein, bien sûr. par rapport à ça. Euh, pas tant que ça. Moi, je réponds surtout sur du support, le fait d'être sur place, des fois, voilà, quelques échantillons, mais pas de budget marketing à proprement parler, pour ma part en tout cas. C'est un peu ce que je pensais aussi. Mais je préfère laisser parler un professionnel. Bien. S'il n'y a pas. Ah, c'est une question qui est pour vous, Monsieur Bazin. Vos clients sont-ils plutôt sur le on ou sur le off trade? Bah, je dirais les deux parce que, en fait, effectivement, comme c'est des sociétés qui sont de taille moyenne, ça va être, je vais avoir voilà, on a une gamme assez élargie, hein, mais je sais que, par exemple, j'ai un client sur un Saint-Guilhem-le-Désert qui vend beaucoup à des restaurants étoilés, par exemple. Et à côté de ça, j'ai un autre client sur des gammes un peu plus, euh, un peu plus entrée de gamme euh, qui va vendre en boutique, à des boutiques, ou qui va aussi vendre à des hôtels. Donc les deux. Désolé de pas vous répondre mieux à cette question. Bien. Je vous Bah, en prie. écoutez, Philippe. Alors, toujours une question pour vous, Monsieur Bazin. Est-ce que vous vendez plus de l'IGP ou de l'AOP? Je sais pas. Alors, en volume, plus de l'IGP, bien sûr, mais je vends quand même quelques AOP, notamment sur des pics Saint-Loup.
Alors c'est vrai que par contre, sur la tendance, je développe plus sur l'IGP que sur l'AOP là, sur cette année et même par rapport à 2022, on a quand même plus développé l'IGP. Il faut savoir que les AOP du Languedoc sont encore relativement méconnus en Asie d'une manière générale et en Corée, même si la Corée c'est un des marchés les plus matures d'Asie, hein. Mais bon, le travail de mise en visibilité est encore à faire pour les vins du Languedoc. Je vous en prie. Et la dernière question pour vous, à nouveau, Damien, est-ce que vous vendez plus d'IGP ou d'AOP sur le marché coréen? Est-ce que vous êtes à l'image de la stat 75-25 que nous présentait Guillaume? Non, c'est ce que je viens de Pardon. dire, hein, pardon. Ok. Oui, donc je pourrais pour dire, en volume, je suis plus sur de l'IGP que de l'AOP et Ouais. la tendance se confirme au fil des ans. Mais je vends quelques AOP, donc j'ai Ok. notamment, on a un Pic Saint-Loup qui est présent en Corée, j'ai un AOP Languedoc aussi. Je dois avoir du Faugère aussi de disponible sur place. Voilà. Parfait. Écoutez, avec cette dernière question, on va clôturer cette séquence. Catherine, je te laisserai le mot de la fin. Juste vous dire que on vous redonne rendez-vous pour une nouvelle édition de ces rendez-vous export 20 Viti. L'année prochaine, on fera une opération, une nouvelle séquence, très certainement. On va définir ça avec Catherine, mais un peu avant ou un peu après les grands salons, à l'image de ce qu'on avait fait. Ça sera sur une thématique où exporter en 2025 des vins d'Occitanie. On sait que c'est un moment qui est important et on tient à réitérer cette thématique-là, notamment parce qu'on aura très certainement beaucoup plus de visibilité, notamment sur le marché US, de ce qui risque de se passer. Donc, il y aura un gros focus naturellement sur le marché Amérique du Nord. Mais voilà, on tient à faire ce point. Et puis, on se reverra aussi un petit peu avant l'été sur une autre thématique qu'on n'a pas encore définie. Il y en a une qui est en train d'un petit peu de nous titiller avec Catherine, c'est la thématique de tout ce qui est RSE et exportation dans les vins. On a de plus en plus d'opérateurs du vin d'Occitan qui nous appellent parce qu'ils sont sollicités par leurs importateurs, notamment à l'heure actuelle, c'est plutôt des importateurs Pays-Bas, Belgique et nordico-scandinave qui les appellent en disant qu'est-ce que tu fais en fait pour diminuer ton empreinte carbone sur le vin. On voit que ça devient un élément prégnant et un élément de différenciation. Donc très certainement, on vous proposera en juin, ça sera notre second temps de l'année, une visio sur cette thématique-là et voir comment vous pouvez répondre au mieux et mettre en place dans votre politique RSE des éléments de différenciation pour l'international. D'ailleurs, curieux de savoir avec Catherine si c'est une thématique qui vous intéresserait aussi là à brûle pour point. Catherine, peut-être. Tout à fait. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Effectivement, j'allais présenter donc les prochains rendez-vous Vitexport, donc vraisemblablement avril et juin, comme cette année. Donc je remercie déjà les intervenants, Hervé, Damien, merci Guillaume aussi pour cette approche détaillée du marché coréen. Je rappelle qu'un replay et la présentation vous sera envoyée par la suite à l'issue de ce webinaire. Sachez aussi que, outre ces rendez-vous Vitexport, toute l'équipe de la Team France Export Occitanie est à votre disposition pour répondre à vos questions diverses et variées qui touchent à l'international. Donc, n'attendez pas forcément avril ou juin pour nous questionner. Et puis, voilà, je vous souhaite un bon appétit. C'est 11h54. Nous avons tenu les délais. Si vous avez encore des questions concernant le marché coréen, n'hésitez pas à nous en faire part, à Philippe Guillon ou moi. Nous y répondrons avec plaisir. Et puis, à très bientôt pour le prochain rendez-vous dans quelques mois. Merci à tous. Merci à beaucoup. vous. Merci à tous. Très bonne journée. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.